je m'appelle Benjamin Bagère, je suis chirurgien à Paris. J'ai passé le concours en 1995, alors ça date, hein. Et à l'époque, j'avais été major de mon concours en chirurgie à Paris, ce qui m'avait permis de choisir un peu ce que je voulais. Donc, je m'étais posé plein de questions d'orientation et je suis venu à la chirurgie plastique. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, juste que je comprenne, donc, si les gens ont des questions, comment ils les posent là par le truc là? Alors bah oui, du coup tu fais bien parce qu'effectivement j'ai dit que c'était que les gens pouvaient poser des questions. C'est le but, hein, c'est que ce soit interactif et qu'on réponde vraiment à vos questions. Donc en fait sur le Zoom, il y a un petit chat, il y a une petite bulle discuter. Donc vous pouvez directement poser vos questions sur la petite bulle discuter. Moi je ferai le modérateur, le journaliste, je poserai les questions à Benjamin. Donc voilà, l'idée c'est qu'on garde un rythme. Il n'y a pas de questions bêtes, n'ayez pas honte, on est vraiment entre nous. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment qu'on échange. Pour les plus jeunes, on parlera, on répondra aux questions des plus jeunes et puis on pourra switcher, voilà, pour garder un rythme et pour que tout le monde puisse poser des questions. Plus vieux, plus jeunes, spécialité chirurgicale, spécialité médicale, n'hésitez pas. Ok, super. Donc, vous passez par discuter si vous voulez nous poser des questions, et puis on regarde, on essaie de vous y répondre. Alors, déjà, qu'est-ce que je peux vous dire? La chirurgie plastique, donc vous savez qu'il y a chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Le point commun de tout ça, c'est qu'en fait, on va déplacer des tissus. Euh, voilà, grosso modo, je dis souvent, voilà, on va faire un trou, on va enlever un truc et on va déplacer des tissus d'à côté ou qui viennent de plus ou moins loin pour réparer les trous. Alors, ça peut être adapté, bien sûr, aux problèmes traumatiques ou tumoraux, hein. Il va y avoir un manque de quelque chose et nous, on va essayer de reboucher le trou de ce qu'on appelle la perte de substance, hein, en termes plus médicaux. Et puis, ces techniques, elles peuvent être aussi appliquées simplement déplacer des tissus à visée esthétique. Bon, par exemple, je sais pas, j'ai les oreilles comme ça, je les veux moins comme ça, et puis on va pouvoir éventuellement faire une autoplastie. Alors, c'est une spécialité qui est vachement bien. Euh, bon, je suppose que tous les intervenants qui viennent te voir, Olivier, ils disent tous pareil, hein, de leur… Non, il y en a qui disent bah non, vraiment ma spé elle est nulle, ne venez pas la faire. En tout cas, la mienne, c'est clairement la meilleure. Bah, Alors, qu'est-ce que tu nous dirais pour nous vendre la chirurgie plastique alors? alors, bon, plein de choses. Euh, bon, déjà, juste connaître un peu le cursus, hein, c'est-à-dire que on a fait son tronc commun, on arrive au concours de l'internat, et l'internat qui porte le nom du jour, hein, bientôt ça va être EDN, et on passe ce concours, et quand on est très très bien classé, en général, on peut choisir ce type de spécialité, parce que souvent, c'est très demandé, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, si on est admis donc, à suivre ce cursus, on part pour 5 ans de spécialisation pendant lesquels on va tourner donc, à chaque semestre d'internat. On va tourner dans la maquette du DES que les gens ont pensé pour nous, dans laquelle, alors on n'a pas que de la chirurgie esthétique, bien sûr. On va commencer par faire, enfin, en général, on fait 1 an d'orthopédie, 1 an de tissu mou, ça peut être de la chirurgie viscérale, de la chirurgie thoracique. Moi, j'ai fait de la thoracique, par exemple, pour apprendre à manipuler en fait différents tissus. Donc, 1 an d'ortho, un an de mou, et puis 3 ans vraiment axé plastique. Puis quand on a fini ces 5 ans d'internat, là, on va prendre en général un poste de chef de clinique ou assistant qui va durer 2 ans et pendant lesquels on va compléter notre formation et on est autonome face aux patients, on peut prendre nos propres décisions, bien sûr avec le flingue du chef de service sur la tempe s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, mais on peut proposer nos traitements et en général avoir une certaine autonomie intellectuelle et technique. Après ces 5, 7 ans, arrivé à la fin du deuxième cycle de médecine, donc là vous avez commencé votre médecine, ça fait 13 ans quasiment, ben là vous pouvez vous installer. Et alors soit vous vous installez donc, à l'hôpital, et alors là, ça va probablement plus être tourné sur de la chirurgie reconstructrice, soit vous allez vous installer en privé, donc en libéral, et là, vous fabriquez votre activité un peu comme vous l'aimez, entre la reconstructrice et l'esthétique. Alors, bon, c'est un des points hyper intéressants dans mon métier. Tiens, attends, je vois qu'Eva nous pose une question. Je vais regarder. Ah, mais alors, Et si c'est tu veux, possible de faire à la fois de l'esthétique et de la reconstructrice. Oui, justement. Euh,
et c'est un point qui est vraiment génial dans mon métier, c'est que ça vous donne une liberté complète. Liberté intellectuelle, parce que le compte-rendu opératoire, il est rarement écrit avant de commencer. Par exemple, tu vas enlever une vésicule en chirurgie viscérale. Bon, bah, en gros, tu pourrais écrire tous les temps de ce que tu vas faire du début à la fin. L'incision, le machin, la dissection, ligature des pédicules, etc. Et puis tu refermes, tu draines, plus ou moins, et tu t'en vas. En chirurgie plastique, tu as une idée de ce que tu vas faire avant de démarrer, mais tu dois beaucoup adapter aux patients et à ses souhaits. Et donc, on a des guides techniques, mais on doit à chaque fois adapter la technique chirurgicale au cas qui nous est proposé pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour le patient. Donc, grande liberté intellectuelle, aussi une liberté anatomique, disons, parce qu'en fait, en plastie, on peut opérer, je vais de la tête aux pieds, mais tu peux faire les cheveux, tu peux faire les oreilles, tu peux faire les paupières, tu peux faire le nez, tu peux faire la forme du crâne, tu peux faire la bouche, tu peux faire les liftings, les liposuctions. Tout ça, c'est sur la tête. Puis après, tu descends, tu vas voir les seins, le ventre, la chirurgie de la silhouette, les lipos et tout ça. Il y a de la chirurgie dite intime, tu vois, sur les organes génitaux. Et puis en descendant, c'est aussi souvent nous qui récupérons les tumeurs cutanées et éventuellement sous-cutanées. Donc les tumeurs, elles peuvent pousser un peu de partout. Donc anatomiquement, tu peux te balader un peu partout sur le corps. Donc liberté technique, liberté aussi anatomique, et puis aussi liberté tarifaire un petit peu. Parce qu'il faut savoir qu'on a toute une partie de notre activité qui est en chirurgie esthétique. Donc, les tarifs ne sont pas imposés par la sécurité sociale et les tutelles. Donc, tu fais une grille de tarifs, alors tu regardes un peu ce que font les collègues, et puis tu fais une grille de tarifs qui, en général, on est très, très bien payé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un système hyper réglementé. Et par exemple, du jour au lendemain, par exemple, le gars qui fait des prothèses de hanche en chirurgie orthopédique, ben, il y a un tarif des prothèses de hanche, et puis c'est comme ça, par la Sécu, ça donne une base. Eh bien, du jour au lendemain, la Sécu peut te dire, ben, en fait, l'année prochaine, les prothèses de hanche, on les paye 2 fois moins. Ou alors, tu as le droit d'en faire un certain nombre maximum dans l'année. Enfin, il y a tout un tas de réglementations en termes de santé publique qui nous donnent quand même beaucoup de contraintes. Et ben, en chirurgie plastique, dans le versant esthétique, tu as aussi cette liberté-là. Donc, liberté totale, j'en oublie peut-être encore. Donc, moi, ça correspondait tout à fait à ma personnalité. Et donc, pour revenir à ce que demandait Eva, tu peux faire à la fois de l'esthétique et de la reconstructrice, bien sûr. Dans ton cursus, tu vas être formé à tout. À l'hôpital, tu vas être formé beaucoup à la reconstructrice, un peu moins à l'esthétique. Et puis, en général, pour apprendre l'esthétique, on en fait un petit peu à l'hosto. Et puis, on va souvent aider des chirurgiens installés en ville. On bosse un peu avec eux. Et c'est plutôt là qu'on apprend l'esthétique, même s'il y a certains services hospitaliers où on fait aussi de la chirurgie esthétique. Alors, s'il y a des gens qui s'énervent avec ça, parce qu'il y a un truc, c'est l'argent de la santé, il doit aller dans la santé pour soigner les gens qui sont malades. Et on est tous d'accord avec ça. Hein. Mais pourquoi il peut y avoir de la chirurgie esthétique à l'hôpital? On se dit, normalement, on n'est pas à l'hosto pour ça. Mais les services hospitaliers qui proposent de la chirurgie esthétique, en fait, ils appliquent des tarifs aux patients. Et le patient paye ses prix de journée, etc. Ce qui fait que l'hôpital, ce n'est pas la solidarité nationale et la sécurité sociale qui paye la chirurgie esthétique quand elle est faite, que ce soit à l'hôpital ou en privé. Donc, il peut y avoir de l'esthétique à l'hôpital et ce n'est pas payé par la collectivité. Il y a Élise qui te pose une question aussi, qui te demande si tu es un artiste. Est-ce qu'il Si, ne bien faut pas sûr. avoir un côté artistique pour exercer? Évidemment, c'est très important de savoir bien. Ouais. Alors, écoute, Élise, bon, oui, mais franchement, par exemple, je dessine vraiment pas très bien. Mais souvent, je dis aux gens que je dois mieux que je dessine. Hein. Mais donc, tu disais, voilà, est-ce qu'il faut un côté artistique, par exemple, à la symétrie du visage? En fait, disons, le côté créativité, il est assez limité. Je pense, du moins, moi, je l'applique comme ça. C'est que, voilà, simplement, on fait en sorte que notre travail soit grosso modo symétrique.
Mais on a des guides. Attends, comment t'expliquer ça? Par exemple, une patiente va venir te voir pour une liposuction parce qu'elle a une belle silhouette, mais elle a juste une culotte de cheval. Elle a 2 boules. Bon, bah donc, tu imagines la forme des cuisses comme ça, et puis au lieu d'être comme ça, à un moment donné, tu as 2 boules en plus. Bon, bah, toi, tu peux à peu près tirer un trait pour voir comment ce serait s'il n'y avait pas ces 2 boules en plus. Et c'est à peu près ça ce que veut la patiente. Donc, il n'y a pas beaucoup d'art là-dedans. Tu vois, il s'agit simplement de creuser un petit peu tes lipoméries, là, tes stockages de graisse, pour que la courbe soit à peu près harmonieuse. Bon, donc là, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Après, pour la forme des seins, par exemple, ça c'est vachement sympa, comme dit Aznavour, là, retouchant le dessin de la ligne d'un sein. Euh, pour la forme des seins, tu as un petit peu plus de création, mais là encore, on a des techniques qui vont nous donner des formes plus ou moins rondes et plus ou moins projetées, tu vois, avec un sein qui est plus ou moins conique s'il y a besoin, avec plus de projection, ou plutôt plat. Et ça, finalement, disons, on n'en est pas encore au truc où tu vois, le patient vient avec une idée 3D du truc et toi, tu dois faire exactement, reproduire exactement ce qu'il demande. En général, si tu vas sur des grands principes, genre on va sur le rond ou sur le conique. Bon. Et le sein, tu n'as pas besoin de le dessiner complètement toi-même. C'est pas comme chez le coiffeur où tu viens choisir ta coupe dans un bouquet. Ouais, carrément. Moi, je trouve que le coiffeur, moi, je suis hyper impressionné par les coiffeurs. Mais parce que je trouve que c'est vachement plus Donc compliqué. plus artistique. Bah écoute, je sais pas. Bon, alors, il se trouve que c'est marrant le parallèle, parce que les premiers chirurgiens esthétiques, c'était les coiffeurs, les barbiers. Hmm. Parce que c'est eux les seuls qui avaient des instruments qui coupaient, tu vois, en ville. Et en fait, ils ont commencé, les premières opérations de chirurgie plastique décrites, c'était pour les gens qui avaient le nez amputé, un coup de sabre, ou je sais pas, à l'époque, ça devait être fréquent. Et donc, c'est les coiffeurs, tu vois, qui en même temps disaient, tu ne peux pas me réparer ça. Et c'est les coiffeurs qui ont inventé une technique pour réparer le nez au départ. Un mec qui s'appelait Tagliacozzi. Tu soulèves un bout de peau du bras, tu le mets à la place d'une bout. Après, tu restes 15 jours comme ça. Et au bout de 15 jours, tu peux couper et la peau, elle peut rester habitée là, quoi, en gros. Bon, ça a Donc, changé depuis. ouais, on a des moyens plus. Bon, pardon, Élise, je me suis peut-être un peu étalé. Mais, Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton parcours? Où est-ce que tu as fait tes études? Où est-ce que tu exerces maintenant? bah, écoute, moi, j'étais à Paris. Voilà, j'étais à Paris. Alors, ce qui est bien dans les petites spécialités comme la nôtre, parce que malgré tout, il n'y a pas beaucoup de terrains de stage. Quand tu es dans une grande ville, tu as quand même plus de terrains de stage. Et par exemple, tu peux te fâcher avec ça ne te grille pas forcément ta carrière. Alors, bon, moi, à Paris, il y avait un terrain assez varié. Et voilà, j'ai fait mon internat là et mon post-internat aussi. Euh, Bon, voilà, il y avait des services qui avaient des spécificités. Tu fais un peu de brûlé, un peu de tumeur, un peu de reconstruction des membres. Ça, j'en ai fait beaucoup. Parce que tu as aussi des choses qui sont à la frontière entre plusieurs spécialités. Il y a beaucoup de plastique qui est adapté à l'orthopédie, par exemple. Euh, les fractures ouvertes avec des pertes de substances importantes, où tu as du matériel exposé ou même du foyer osseux exposé. Enfin, en gros, il faut que ce soit recouvert si on veut que l'os cicatrise en dessous. Et donc, il y a pas mal Hmm. d'interactions entre les plasticiens et les orthopédistes, par exemple. Et bon, bah, alors à Paris, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Et voilà. Ah oui, et alors après, parce que je rejoins sur l'histoire de la liberté, là. C'est qu'en fait, quand on est dans le système externe, interne, chef, etc., on est sur un système sur lequel l'idée, c'est éventuellement de devenir professeur, quoi, enseignant, PUPH. Moi, je suis passionné de pédagogie, donc j'adorais ça. Mais ce qui est vraiment très bien avec la chirurgie plastique, c'est qu'il y a quelques postes hospitaliers, tu peux être hospitalo-universitaire, mais si ça ne se passe pas comme tu le souhaites au niveau universitaire, tu peux très facilement partir en ville et t'installer en libéral. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi. Euh, je n'avais pas vraiment de prétention universitaire. Euh, et, euh, et voilà, je suis allé m'installer en libéral en 2002, vraiment à la fin de mon internat. Et puis, ça a tout de suite bien marché. Puis, je suis assez casanier. Je suis resté dans mon quartier, pas très loin de ma fac. Et comment ça se passe? Alors, tu fais des consultations et après, tu as des plages opératoires ou des jours où tu opères à la clinique Oui, bah, c'est ça, après, un peu comme tous les ça s'organise chirurgiens. comment une semaine Bah, alors, notre activité de consultation, c'est une part très, très importante de notre métier.
euh, je dirais même, en fait, c'est plus important ce que tu fais en consulte que ce que tu fais au blog, parce que c'est en consulte que tu vas essayer de bien comprendre la demande de la patiente ou du patient. Et ça, c'est vraiment le truc majeur, c'est d'avoir bien compris quel est le problème et ce que tu peux faire pour régler son problème, pour que la personne aille mieux. Bon, c'est un point commun entre tous nos problèmes médicaux, hein, mais à partir de là, après, on peut avoir plusieurs philosophies, mais en général, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver le changement minimum technique qui apporte la modification qui donne le bien-être à la personne. Et donc, et ça, c'est un travail de consultation qui est assez long. Il ne faut pas hésiter à prendre le patient une demi-heure la première fois, de commencer à débroussailler un peu le terrain, tu commences à lui parler un peu des grandes lignes du truc. Après, tu le revois une deuxième fois, à part si c'est un cas vraiment très, très simple. Mais sinon, tu le revois une deuxième fois en disant, bah voilà, de ce qu'on a dit la dernière fois, on s'est dit qu'on allait faire plutôt ci, plutôt ça. Euh, et une fois que c'est à peu près calé, que tu as vérifié avec ton patient que tu as bien compris ce qu'il t'exprimait comme problème et que la proposition de traitement que tu lui fais, elle lui convient, à ce moment-là, tu déclines ça en termes techniques. Et après, parce que finalement, techniquement, voilà, au bout d'un moment, c'était dans ta routine et la partie technique, elle est assez simple. Et voilà, donc gros travail de consultation. Il ne faut pas négliger ça. Si tu n'es pas, voilà, si t'es pas très communicant avec les patients et tout, la chirurgie plastique, c'est pas forcément. Ouais, donc ça, je pense que c'est une qualité importante pour ce métier, c'est d'être assez communicant. Et après, tu fais combien de blocs sur une journée? D'ailleurs, ça va rejoindre la question d'Élise. Elle te dit combien de temps peut durer une intervention en bloc? Alors, mon record du monde, ça a été 10 heures ou 12 heures. C'était horrible, c'était un pied, un gamin qui a eu un pied sectionné par un camion, il était en scooter, il ne s'était même pas rendu compte en frôlant le camion que son pied était parti. Et, euh, et donc, voilà, c'est une réimplantation de pied. J'ai commencé à 22 heures, juste le pied, parce que le gamin est arrivé à minuit, mais j'ai eu le pied d'abord. Et j'ai fini vers 10 heures du matin. Enfin, c'était l'horreur. Mais bon, ça c'est des cas un peu extrêmes où tu te fais à la fois de la microchirurgie pour réimplanter des nerfs, des machins, des bidules, et puis de l'os, des parties molles, tout un bazar. Mais on va dire que les interventions standards de chirurgie plastique, que ce soit le nez, le sein, le ventre, ça va tout être entre 1 heure et demie et 3 heures. Euh, voilà. Et donc après, ben, tu en fais tant que tu veux, hein. C'est-à-dire que moi, mes journées de bloc, je suis plutôt pour essayer de faire des journées entières. Donc, je commence vers 8 heures et je termine, si possible, avant 8 heures. Et je fais une pause déjeuner parce que sinon, je m'énerve. Mais voilà. Après, tu peux te faire des demi-journées. Il y a beaucoup de chirurgiens qui sont organisés en demi-journée. Tu fais du 8h13 ou 14 heures ou du 14 heures de 19 heures 20 heures. Et de là, donc, voilà, tu panaches des gros trucs, des petits trucs. Tu as des opérations qui vont plus vite que d'autres. Les paupières, c'est 1 heure. Les oreilles décollées, c'est 1 heure et demie. Voilà, des prothèses mammaires, c'est 1 heure et demie. Et donc, je suppose que tu travailles avec des collègues anesthésistes, des collègues J'adore les euh, anesthésies. infirmiers anesthésistes, etc. Dans Ah l'environnement oui, d'une clinique, c'est ça, hein? ah oui, 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 pour la grosse plastique. Après, les petites choses, par exemple, tu as des. Bon, après, chacun s'organise comme il aime bien, hein. Mais moi, à ma consulte, petit à petit, je me suis mis une table, tu vois, pour retirer les fils, enlever les pansements. Puis j'ai fait venir une infirmière pour me donner un coup de main là-dessus. Puis finalement, le jour où tu vois, tu as un point de suture à remettre, ben, tu le fais au cabinet. Et puis ben, finalement, le jour où la personne te dit, bah, tiens, je veux aussi un petit grain de beauté, machin, ben, tu finis par faire. Et finalement, au cabinet sous local, tu peux faire un certain nombre de petits trucs. Tu peux enlever des tumeurs cutanées parce que les dermatos nous envoient beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de dermatos qui font plus leur petite chirurgie et donc ils nous envoient à nous la chirurgie de la peau. Et donc, ça, il y en a toute une partie que tu peux faire au cabinet sous local, tu es seul avec une infirmière ou pas. Et voilà. Et après, tous les autres trucs pour opérer, disons, dans les règles de l'art, tu as un aide opératoire. Donc, tes deux, toi, ton aide, tu as la penseuse en salle d'op qui te file les instruments et l'infirmière anesthésiste qui est à côté du malade qui vérifie que tout se passe bien et l'anesthésiste qui est dans la salle de repos en train de Oh boire des non, le cliché. Voilà, je l'attendais, l'anesthésiste avec son café, ben bravo. Ouais. Ah, j'ai ça. Mes meilleurs amis sont. J'ai plein de meilleurs amis anesthésistes. Ok. Il y en a.
Non, mais en plus non, mais en réalité, c'est vraiment un travail d'équipe coordonné, y compris avec l'anesthésiste, parce que nous, on fait de plus en plus de gestes en ambulatoire et, et avec des anesthésies partielles, tu vois, des sédations, des trucs comme ça. Et là, c'est vraiment, tu gères en fonction du degré de stress avec lequel arrive le patient au bloc. Il y en a que tu vas devoir mettre une bonne grosse dose parce qu'ils arrivent comme ça, puis d'autres, tu peux être plus léger. Enfin, c'est vraiment une collaboration avec les anesthésistes. Ouais. Mm. Est-ce qu'au niveau de l'internat, là, vraiment sur la partie formation, l'internat, est-ce que c'est un internat qui est exigeant, qui est difficile? Ah ouais, c'est chaud. Ouais, l'internat est chaud parce que franchement, bon, alors, ça va être pareil pour pour toutes les spé. Quand tu es l'interne, tu es celui qui peut faire des trucs et qui est là tout le temps et qui va faire sans trop broncher. Donc, tu fais tout. Quand j'ai de 8h à 20h, euh, l'interne fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et c'est pas forcément très gratifiant parce qu'on va te faire tout. Dès que tu es un peu autonome sur les abcès, des trucs comme ça, on va commencer à te faire faire tout ce qui est un peu sceptique. Euh, euh, Tu fais les installations, les sorties de salle, les sorties de patients, la paperasse qui va avec et tout. Et au milieu de tout ça, toi, tu dois quand même apprendre à faire des trucs un peu compliqués aussi. Et finalement, si tu veux réussir à choper l'information pour comprendre comment on dessine une plastie mammaire ou aller ouvrir un nez pour aller faire une rhinoplastie, etc., ben, il faut que tu sois bien toujours là pour que le gars se dise OK, il m'a fait gagner du temps sur plein d'autres trucs. Donc là, je vais donner un peu de mon temps pour lui apprendre quelque chose. C'est beaucoup comme ça que ça marche. Et finalement, ben, l'internat en chirurgie plastique, si tu veux être bien formé, être bien encadré, ben, toi, tu dois donner beaucoup de toi-même dans ton service. Bon, ça doit être un peu pareil partout, hein, tous les intervenants doivent dire un peu ça. Mais, euh, alors, on participe aux gardes Ouais. on participe en général aux gardes de l'hôpital où on est. Tu as les seins qui tombent en urgence. Non, mais en fait, tu fais partie du pool de chirurgie générale. Et Ouais. donc, en fait, voilà, en général, tu te fais la nuit les appendicites, les machins comme ça, les fractures. Le gars a les sutures aux urgences qui était trop bourré, qui est tombé. Voilà, on fait un peu tous ces trucs-là. Ok. Bon, Jade, elle nous pose une question de méthodo, mais on parlera peut-être un peu de méthodo par la suite. On abordera la méthodo par la suite sans problème. On peut rester un peu sur l'internat, les gardes. On était sur les gardes. Tu nous disais, toi, tu sais à peu près combien ça représente de gardes par mois au final Ça dépend euh, vraiment de la taille de l'équipe dans laquelle tu tombes, hein. Ouais, Moi, il y avait des pics à 10-12 gardes par mois. En gros, c'est l'été. Voilà, pardon, il y a mon Siri qui s'était mis en marche. Donc, tu peux avoir des pics à 10-12 gardes par mois et puis des moments plus cool où tu en as 4-5. Mais oui, il y avait quand même pas mal de gardes. Euh, et après, une fois que tu es installé, parce que ça, c'est une question d'EVA, est-ce qu'il y a des gardes astreintes à l'hôpital et en clinique? Euh, alors écoute, à l'hôpital, je ne sais pas. Oui, je pense que oui, tu dois chapeauter des choses. Mais tous les services de chirurgie plastique ne reçoivent pas forcément les urgences de chirurgie plastique. Mais urgence de chirurgie plastique, tu vas avoir les brûlés euh, et certaines urgences septiques qui vont être traitées par les plasticiens. mm, Tu vois, les trucs du genre un érysipèle, quand ça tourne mal et que ça devient une fasciite nécrosante, euh, ou ce qu'on appelle la gangrène de Fournier, une gangrène du périnée là, qui s'étend, ton patient, il peut être tapi en quelques heures si tu fais pas un large parage. Et donc, ça, souvent, c'est les plasticiens parce que c'est très délabrant. Tu dois tout démonter, tout dézinguer pour laver. Et ça fait des gros trous. Donc, souvent, c'est nous. Et puis, le brûlé, donc, qui a ces gros, voilà, qui a plus de peau, ben, lui, tu essaies de remettre un peu ce que tu peux et de faire le parage économe en gardant les tissus dont tu penses qu'ils ont une chance de survivre. Alors, ouais, je pense que ça, du coup, ce genre de prise en charge, on va dire, c'est plus dans certains centres vraiment spécialisés. Tous les hôpitaux n'ont pas forcément de service de grand brûlé.
etc. Ouais, Non. c'est ça. Donc, voilà, je pense qu'après, une fois que tu es plasticien installé, que tu n'es plus dans le pool d'interne de l'hosto, tu n'as pas forcément des gardes. Alors après, attention, hein, parce que moi, par exemple, je suis plasticien, j'ai zéro garde. Je suis installé en ville. J'ai zéro garde. Par contre, 365 jours par an, je dors avec mon téléphone à côté de moi et tous mes patients ont mon téléphone portable. Donc, tu peux avoir des appels saugrenus. C'est assez rare, hein, mais c'est déjà arrivé. Mais par contre, tous mes post-op, ben, ils sont susceptibles de m'appeler. Donc, tu es à la fois jamais de garde et en même temps un peu tout le temps de garde. Ouais, c'est Et, ça, ouais. Pour le ouais, suivi de parce tes que, patients. voilà, parce que tu as une vraie relation en chirurgie esthétique, tu as une vraie relation du patient qui te fait confiance à toi pour lui faire un truc dont il n'avait Mhm. pas forcément un besoin vital. Donc, il part avec toi, il fait binôme, on fait équipe, on part sur le truc. Bah, s'il se passe un problème, il faut que tu sois là. Ouais. Alors, moi, par exemple, avant de partir en grandes vacances d'été ou un truc comme ça, je commence déjà à ralentir les grosses opérations une quinzaine de jours avant mon départ. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais et finalement, la dernière semaine avant de partir, je fais que des petits trucs faciles sans post-op compliqués parce que je suis jamais de garde, mais tout le temps de garde. Ouais. Ouais, c'est une autre façon d'être disponible, on va dire, pour les patients, quoi. Ben ouais, c'est ça. Mm. Et alors, est-ce que vous conseillez cette spé aujourd'hui en 2022? Mais carrément, je crois que c'est la plus belle spécialité. Et après, en plus, on n'est pas que inutile. Hein, parce que tu as toujours des gens qui vont dire ouais, chirurgie esthétique, ça sert à rien. Après, c'est vrai, bon, genre, voilà, il y a la guerre en Ukraine. Et pourquoi on parle de chirurgie esthétique aujourd'hui? Tu vois, il y a plein de trucs. Euh, alors, bon, moi, je relativise un peu ça, mais je me souviens très bien que le 11 septembre 2001, là, bah, j'étais au bloc. Enfin, le lendemain, voilà, les tours étaient tombés. Puis moi, j'étais en train de remonter une paire de seins. Tu te dis, mais à quoi je sers dans la vie, quoi. Et en fait, en réalité, ou pareil, quand il y a eu le confinement, la Covid, voilà, tu te dis, bah, attends, il y a vraiment des trucs sérieux. Puis nous, on est là en train de penser à redresser le nez. Bon. Et ben, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, euh, bon, on a toute une utilité en chirurgie reconstructrice, déjà, ça c'est sûr. Et puis, on a aussi beaucoup de chirurgie cancérologique, parce qu'on va faire les mélanomes, enfin, tout un tas de tumeurs un peu compliquées. Mais aussi, finalement, l'esthétique, il faut vraiment voir ça comme une chirurgie du mal-être. Parce que, en fait, si une personne qui va bien, elle est capable de prendre un risque vital, de se faire endormir et éventuellement de saigner, et voire transfuser, et d'avoir des infections, je sais pas. C'est parce qu'en fait, dans le fond, elle a un vrai truc qui ne va pas. Mm. Donc, elle est en mal-être. Et toi, finalement, tu es là pour, tu es là pour la soigner, on peut dire, de son mal-être. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui, en 2022, je trouve que euh, c'est une très belle spécialité parce qu'elle est très vaste. Mais c'est vrai que dans les périodes où il y a des problèmes plus graves que mon petit mal-être à moi, ben, notre spécialité, elle disparaît un petit peu, tu vois, elle se met en retrait. Pendant le confinement, bon, j'ai annulé tous les patients en disant, bah, vous comprenez bien que je ne vais pas aller essayer de mobiliser des ressources médicales alors que les gens sont en train de mourir. Et les gens comprennent très, très bien. Et donc, finalement, mais quand la société va bien, quand les choses vont bien, eh ben, on peut s'occuper du mal-être des gens. Et nous, en 1 heure de bistouri, tu fais 5 ans de psychanalyse Mm. dans certains Ouais, c'est cas. vrai. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a pas de défaut. C'est juste la personne qui vit mal son Oui, parce que le même corps, il peut être très bien vécu symptôme. par un et très mal vécu par l'autre. Donc, Mm. bah, alors, attends, on a zappé une question. Est-ce que c'est Ah ouais. difficile pour les nouveaux chires qui arrivent et tout ça? J'ai vu quelqu'un qui nous a posé Oui, cette en question. fait, c'était la suite de la question de Noam. Du coup, elle te disait aussi, est-ce que l'installation est difficile aujourd'hui pour les nouveaux chers qui arrivent en ville, Ouais, surtout ouais. une patientèle? Ben, écoute, j'ai pas l'impression. Alors, il faut dire, tous les jeunes qui viennent s'installer dans mon coin, en général, beaucoup viennent me parler et en général, j'essaie de leur donner des coups de main. Et enfin, moi, j'ai pas vu trop de friction. Pour moi, tous les jeunes qui s'installent à côté, j'en connais pas, qui sont un peu en recherche de patients. Enfin, on a une spécialité où il y a des gens, ils n'en ont jamais assez. Alors, eux, ils vont toujours te dire, ouais, c'est difficile et tout, parce qu'ils voudraient opérer 20 personnes par jour. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je crois que ce n'est pas très difficile. Après, aujourd'hui, il y a un truc qui est vraiment assez spécifique à notre spécialité, du moins j'ai l'impression, c'est la place des réseaux sociaux et de la communication autour de la chirurgie esthétique, ça. Et alors moi, j'ai eu la chance de faire ma patientèle finalement avant cette période-là. J'avais même pas de site internet. Et
Et là, aujourd'hui, tous les jeunes chirurgiens qui s'installent, tu vois, ils font leur compte Insta, leur Facebook, mais avant-après, tout ça. Et il y a une vraie, il y a une vraie compétition de la communication. Bon, donc, Noam, je dirais qu'en tout cas, si tu choisis l'endroit où tu vas t'installer, un endroit où il n'y a pas trop de gens concurrents directs avec toi, il n'y a pas de problème. Et si tu arrives à un endroit où il y a déjà beaucoup de monde, ben après, la concurrence, elle va se faire un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, il faut avoir déjà des trucs à montrer, mais si tu montres des choses et que tu fais des choses bien et que tu es sympa et que ça se sait, ben, normalement, ça fonctionne après. Mm. Eva, elle pose une question sur les assurances. Est-ce qu'il y a des assurances spéciales pour Oui, les bah, carrément. chirurgiens en général, pour les Alors, chirurgies esthétiques? ouais, mais alors, oui, alors, tu as ça pour les plasticiens, mais les grosses spécialités à risque, tu as plastie, gynéco-obstétrique aussi, parce que l'accouchement, normalement, ça se passe bien, et puis s'il y en a un qui meurt, en fait, c'est pas du tout prévu pour. Donc, tu as ça, et tu as L'anesthésie. l'anesthésie, voilà, pareil. Même Normalement, le job de l'anesthésiste, c'est de maintenir en vie un patient que tu ouvres en deux, quoi. voilà, donc normalement, l'anesthésie, tu t'endors, tu te réveilles. Et puis quand il y Ouais. a un truc qui ne se passe pas bien entre les deux, pareil, les gens ils peuvent légitimement en droit de se demander ce qui s'est passé, de demander réparation. Donc, on fait partie des 4-5 spécialités à risque de conflits et de procédures judiciaires, juridiques en tout cas. Et on a des assurances, c'est les mêmes que les autres, mais elles sont juste plus chères. Moi, pour avoir une idée, elles étaient de l'ordre de 20 000 euros par an, mes assurances. Alors, on manipule des masses d'argent assez dingues, mais voilà, tu comptes entre 1 000 et 2 000 euros par mois pour être assuré en chirurgie plastique. Mm. Alors, c'est sûr, si tu perds 10 patients par mois, tu as déjà 100 à 200 euros de frais juste pour ton assurance. Ouais. Bon, enfin, bon, voilà, bon, faut avoir ça en tête, mais voilà, il y a des assurances et euh, voilà. Mais c'est tant mieux parce que tu as toute la partie d'aléa. En gros, on va faire des interventions. Tu as des interventions qui sont plus ou moins fiables. Tu fais le truc 100 fois, tu sais que ça va marcher 95 fois. Bon, ben ça, c'est des interventions que tu peux proposer aux patients. Les 5 fois qui ne marchent pas, tu peux avoir des séquelles plus ou moins douloureuses, graves, etc. Donc, en chirurgie esthétique, par exemple, si tu es à 5% de complications graves, ce n'est pas bon. Donc, nous, on va plutôt utiliser des techniques qui ont des fiabilités de l'ordre de 98-99%. Malgré tout, voilà, si tu opères 1000 patients par an, tu vas avoir 10 ou 20 galères à gérer dans l'année. C'est là qu'il faut avoir une bonne com avec le patient, et puis savoir quel est le plan B si ça foire et tout ça. Et avec ça, normalement, tu as assez peu besoin de faire appel à l'assurance. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser en fait certaines interventions sur certains patients parce que tu juges que c'est trop dangereux ou pas forcément utile Ah oui, bien sûr, trop dangereux. Bah oui, alors, le patient, lui, vient avec son truc, il ne sait pas forcément traduire en termes techniques si ce qu'il te demande, c'est compliqué ou pas, ou dangereux ou pas déjà. Donc déjà, trop dangereux, oui, ça peut arriver. Mais parce que souvent, là, c'est plus une patiente qu'un patient, mais statistiquement, mais elle va te dire, bah, tiens, je voudrais qu'on fasse le ventre, et puis les seins, et puis le machin, et puis le truc, et une liposuction. Donc, si tu dis oui à tout en un coup, tu pars pour 8 heures de bloc, et 8 heures de bloc, je sais pas, tu as les escarres des talons, tu as l'embolie pulmonaire, la phlébite. Donc, après, si tu dis, bah ouais, on fait les seins là, et puis dans 3 mois, on fera autre chose, et puis machin, bon, il y a moins de risques. Mais donc, ça arrive assez régulièrement de refuser pour ce genre de truc. Ou alors une patiente, je sais pas, qui a genre tu vois, des syndromes qui te donnent une hémostase anormale, où tu sens que ça va saigner, et qui te demandent des gestes avec des gros décollements ou qui sont susceptibles justement de vachement saigner. Là, il faut dire à la patiente, non, c'est trop dangereux de vous opérer. Mais ça, c'est assez rare. Et c'est pas forcément, le patient ne se rendait pas forcément compte du fait que c'était dangereux. Donc, il Ouais. vient, il te parle de son problème, toi, tu traduis ça en termes techniques, et tu vas un warning, tu dis, bon. Donc, ça, il faut le dire. Après, le truc n'est pas justifié, mais c'est l'image qu'on a un peu de caricature, tu vois, genre, ouais, je voudrais me faire des gros lolos, le machin et tout. Ouais, ça, c'est une caricature qu'on voit un truc. En réalité, moi, dans ma patientèle, chaque année, je ne sais pas, sur 500 ou 1000 patients, il y en a un ou deux qui sont de cette caricature-là. La plupart des gens, c'est des gens comme toi et moi, enfin, plus comme toi que comme moi, mais non, mais
La plupart des gens, c'est des gens normaux, ils ont un truc qui les emmerde. Enfin, pardon, il y a un truc qui ne va pas. Et en général, c'est assez rationnel. Quand tu examines, oui, tu vois bien que oui, effectivement. Et donc, c'est assez rare de refuser parce qu'il y avait une mauvaise indication du patient. Mm. Ou alors, si, tu vois, le très gros qui te dit je veux une liposuction, voilà, parce qu'il pense que c'est la liposuction qui. Voilà, il peut y avoir des erreurs de diagnostic du patient en disant je vais aller voir un chirurgien esthétique. Bon, bah là, tu le recadres en disant bah voilà, vous, c'est pas, ça ne fonctionne pas, c'est un problème de poids, pas un problème de chirurgie. Une fois Et que tu pour expliques continuer, ça, ouais. Ah, du coup, je suis désolé, je t'interromps, mais du coup, pour continuer là-dessus, parce qu'Élise a posé une question finalement qui s'enchaîne bien avec ce qu'on est en train de dire, c'est comment gérer le problème psy du patient? Est-ce que des fois, tu arrives à identifier des gens, finalement, c'est plus, tu vois, du domaine psychologique ou psychiatrique, et dans ce cas-là, quelle est c'est là qu'il faut vachement prendre le temps de discuter avec le patient. ouais. Et c'est ça parce que alors bon, je te dis, là encore, j'ai un peu de chance. Bah, tiens, ça rejoint la même. Élise, tu es passionnée, il faudra que tu en discutes, hein. Euh, Ça rejoint la deuxième question d'Élise, qui est de dire est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas considéré comme de la pub? Là où ça se rejoint, c'est qu'en fait, euh, ton patient un peu barré, souvent pour chercher son chirurgien esthétique, c'est lui qui va le trouver par les réseaux sociaux. Tu vois, c'est que la patientèle que tu vas recruter parce qu'elle a vu sur Instagram que ça c'était bien, c'est un profil particulier. Plus que, par exemple, la patientèle qui va aller voir machin parce que la personne qu'elle connaît a déjà été opérée de la même chose par le même machin, ou parce que son médecin dit, moi d'habitude, j'envoie chez machin et c'est bien fait. Donc tu as un type de patientèle qui s'est renseigné via connaissance ou via d'autres médecins qui ont adressé. Bon, là-dedans, c'est rare que tu aies des gens qui sont bizarres. Euh, Alors que les gens que tu trouves justement parce que tu les as chopés sur des réseaux sociaux en mettant mon Instagram, regardez avant, après, comme c'est beau et tout, les gens qui sont sensibles à ce genre d'arguments plus pub, et ben, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était beaucoup là que tu avais les gens un peu psy. Et alors après, donc réseaux sociaux et pub, la limite, elle est assez floue. En fait, le Conseil de l'ordre autorise à faire de la communication, et ça, c'est assez récent. On t'autorise à faire de la communication pour de l'information, pour dire comment c'est chez toi, comment ça se passe, comment c'est une rhinoplastie. Tu peux donner de l'information. Après, si tu commences à dire, tu vois, donner des arguments qui sentent le commercial ou la pub, tu vois, du genre, chez moi, c'est moins cher, ou tu fais deux seins, tu as le troisième gratuit, ou enfin, je ne sais rien. Voilà, si ça fait pub, bah, c'est de la pub. Donc là, c'est de l'ordre de shoot. Et puis heureusement d'ailleurs, parce que sinon. Mm. Par exemple, je ne pense pas que tu aies le droit de faire. Tu as le droit d'avoir un Insta et un Facebook. Tu peux mettre tes trucs. Mais par exemple, si tu commences à mettre tu vois, de l'argent dessus, tu sponsorises, tu mets des pubs, alors là, à mon avis, tu te fais cartonner. Et tant mieux, il ne faut pas que ça devienne comme ça. Euh, donc, alors les avant-après, tu as un problème d'anonymat aussi, bien sûr, hein, Mm. parce que il faut faire attention à respecter l'anonymat du patient, y compris dans des petits détails, hein. C'est-à-dire que, tu vois, juste par un tatouage un peu particulier, même si tu montres qu'une zone, tu vois, cadrée, je sais pas, moi, de là au nombril, c'est un tatouage qui est très unique. Bon, c'est pas recommandé de montrer ce type d'avant-après. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on peut parler, bon, du coup, sans transition maintenant, mais on peut Allez. parler aussi peut-être de méthodologie, justement, de travail qui t'a. Est-ce que toi, tu as des conseils ou qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes de faire pour réussir à aller au bout de leur envie et de leurs objectifs? Et ben alors, bon, alors, en dehors de la chirurgie plastique, finalement, là, c'est plus, disons, si je parle en parlant d'une spécialité qui est difficile à obtenir au concours, quoi. Ouais, Euh, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la chirurgie plastique, juste pour avoir une idée, c'est vraiment, ça part très très vite aux ECN, ça partira très vite probablement aux EDN. Je Bah pense que oui. c'est dans les 1000 premiers, hein, le cut-off, voire même en dessous. Je pense qu'il faut être dans les 800 premiers pour avoir la chirurgie Ouais, plastique. j'ai pas les derniers chiffres, mais ouais, clairement, Il faut être dans le haut. faut être Faut être dans les premiers dans le 10%. jeu parce que tu as un métier sympa. Les gens, en général, ils sont plutôt respectueux quand ils viennent te voir. Euh, c'est des relations médecin-patient qui sont en général très agréables. Tu as très, très peu d'urgence et tu es hyper bien payé. Ouais, ouais, Et c'est hyper intellectuellement, c'est très satisfaisant, comme je disais au début.
Donc, par rapport à Noam qui demandait combien ça gagne un chirurgien plasticien, tu n'as pas vraiment de limite parce que plus tu as de patients, plus tu vas gagner d'argent et tes honoraires, c'est toi qui les discutes un peu avec ton patient. Donc, je vais te dire peut-être un peu n'importe quoi, mais je pense que tu as des chirurgiens qui font des chiffres d'affaires au-delà d'1 million d'euros par an en chiffre d'affaires. Hein. Par rapport à leur pouvoir d'achat, tu divises par 3 à peu près ce que tu as fait en chiffre d'affaires pour le convertir comme si tu avais un salaire. Euh, mais voilà, pour te donner une indication, Noam, là j'ai une collègue qui était associée avec moi et en libéral, ouais, comme un ophtalmo, ouais, c'est ça, on peut être vraiment très très bien payé. Et donc, une collègue qui était libérale avec moi, elle avait un chiffre d'affaires, je ne sais pas, je dirais de l'ordre de 300 000 ou 400 000, allez, entre 200 000 et 400 000 euros annuels. Bon, là-dessus, tu dois payer plein de trucs, hein, si vous voulez, on en reparlera, mais elle a voulu partir dans le sud pour suivre son mari et donc elle est allée postuler à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, elle a négocié un salaire qui était de l'ordre de 7 000 euros net par mois en centre anticancéreux, en chirurgie, tu vois, cancer du sein et réparation du sein. Donc, et à l'époque, elle avait quoi, 36, 37, donc ce n'est pas une fin de carrière. Hein. Donc, voilà, c'est une spécialité qui est plutôt vachement bien payée. Donc, il faut être vachement bien classé parce que tout le monde veut la faire. D'ailleurs, tous les participants qui sont là veulent certainement déjà faire ça. Et bon, voilà, donc après, alors moi, ma méthode de travail, sauf que quand j'étais en deuxième cycle, je ne savais pas du tout que je voulais faire ça. Donc, ne sachant pas ce que je voulais faire, bah, moi, j'ai visé d'être premier. Enfin, dans les 200 premiers, je m'étais dit, c'est pareil. Hein, voilà. Je voulais être dans les 200 premiers en me disant comme ça, quelle que soit mon envie au moment où je commencerai à bien savoir ce que je veux faire en vrai, bah, normalement, je pourrais choisir ça. Et donc, moi, je suis parti comme un dingo à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps pour avoir toujours les meilleures notes, en disant aussi que ça peut toujours servir parce qu'à la rigueur, quel que soit le métier que tu vas faire, j'aurais très bien pu… moi, dans ma promo, il y avait des super bons, super bons. On se tirait toujours la bourre pour être premier et deuxième aux examens de fac. Et une qui a fait, deux qui ont fait médecine générale, alors qu'à l'époque, c'était un peu le truc, tu vois, par défaut. Tu n'avais même pas besoin de passer l'internat pour faire médecine générale, mais deux qui ont réussi super bien et qui étaient super bons, ils ont fait médecine générale. Et ils sont assez contents dans ce qu'ils font. Et, et donc, bon, voilà, moi, mon idée, c'était de dire que de toute façon, je vise les 200 premiers, comme ça, je ferai ce que je veux. Et quand bien même, au moins, j'aurais bien appris tout et je serais plutôt un bon médecin, parce que tu as des bonnes notions sur plein de choses. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est de bosser à mort. Non, mais parce qu'en fait, finalement, c'est pas… enfin, peut-être pas tout, mais tout ce qui te donne les bases d'être un bon médecin, c'est-à-dire à partir de la sémio, physio, physiopathe, anat, les trucs qu'on fait au début. Bon, anat, peut-être pas. Si tu ne veux pas être chirurgien, ça ne sert pas à grand-chose. Et au pire, d'ailleurs, rassurez-vous, ceux qui ne sont pas bons en anat, etc. Moi, j'étais nul en anat jusqu'au truc. J'ai appris l'anat au fur et à mesure dans mon internat de chirurgie. Ouais, ça, c'est Pas important besoin de le de rappeler connaître. parce que ça Ah ouais, bloque non, beaucoup de gens. Ouais. non, mais savoir décrire la forme de la clavicule dans tous les sens, savoir écrire 2 pages sur la forme de cet os-là, bon, il faut juste savoir qu'en dessous, c'est dangereux, les vaisseaux et les nerfs. Et, euh, voilà. Après, tu l'apprends le jour où tu as besoin d'aller travailler vers la clavicule. Hein. Mm. Bon, bref, tout ça pour dire, voilà, moi, je suis allé vraiment à fond sur toutes les matières, en me disant toutes les spécialités médicales, de toute façon, c'est bien de les connaître, quel que soit ce que tu vas choisir comme spécialité plus tard, d'avoir un tronc commun super solide. Voilà. Je pense Ouais. que c'est le Et discours. ouais, et puis après, tu l'as fait tout seul, ou tu bosses avec des groupes, ou tu bosses avec tes collègues, ou tu avais des gens qui Ouais, t'ont aidé moi, je des bossais en tuteurs. petit groupe, on était 4. Ouais. Ouais, je n'ai pas voulu personne, mais ouais, on était 4, on a tous réussi. Et on bossait on se donnait un programme nous on appelait ça des sous-cols, hein, on se donnait rendez-vous tous les samedis après-midi. Et on se donnait un programme d'une semaine sur l'autre. Et en fait, voilà, on devait arriver à la sous-colle en connaissant bien notre sujet ou notre matière. Et à chaque fois, on préparait des petits cas pour les autres. Des petits cas cliniques, des petites feintes, des petites questions à réponse ouverte, etc. Et voilà, ou des dossiers qu'on avait vus à l'hosto dans la semaine, tu vois, tu avais piqué un peu l'électro, cardiogramme, le machin et tout. Et puis le samedi, bah, tu t'interroges là-dessus. Alors, il y en a un qui était supposé connaître vraiment tout super par cœur.
pour faire le prof, et les 3 autres qui devaient quand même bien connaître et qui, voilà, on tournait comme ça. Et on a tous été bien classés. Yes. Ouais, c'est vraiment, important aussi de dire que, ouais, c'est à partir des situations aussi, que tu rencontres, des stages cliniques ou des exemples vraiment concrets de la vie, en fait, que tu peux, ben, apprendre, en fait, hein, vraiment et Là, puis, tu retiens le mieux, hein. tu retiens beaucoup mieux, toutes les situations que tu croises et toutes les situations même que tu peux expliquer aux autres, par rapport à des tonnes de bouquins que tu peux lire, des heures et des heures, quoi. Mhm. Ouais. Yes, OK. Bon, bah, et on a encore des gens qui sont avec nous, donc bah, tout le monde est là, tout le monde n'a pas bougé. J'espère que ce qu'on vous raconte, ça vous plaît et ça vous intéresse, mais a priori, ça vous plaît et ça vous intéresse, donc c'est parfait. On a encore une petite dizaine de minutes où on peut échanger, donc vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat pour on puisse y répondre en live. Bah, carrément, Et- sinon je vous montre. Tiens, sinon, s'il n'y a pas de questions, je vous montre mon matos. Attends, mais moi j'avais encore des questions, hein. Ah, vas-y. Mais tu voulais nous montrer ton matos. C'est quoi ton matos? Non, attends, on n'est pas en salle de garde. Vous montrer mon matos, Ah, c'est avec quoi je travaille. oui, bah oui, je sais bien, j'imagine. Alors, non, mais parce qu'en fait, voilà, ça c'est parce que, tu vois, le stéthoscope, le marteau à réflexe et tout, bon, bah, voilà, moi je ne m'en sers plus, hein. Ouais, Donc, en fait, tu as besoin de ça, c'est un maître de couturière, tu vois, pour faire tes dessins. Voilà, ça c'est des modèles pratiques, ça se rentre dans la poche. Et puis un feutre pour faire tes marquages pré-op. Alors que ce soit des marquages en esthétique, tu vois, genre voilà, pour tracer tes lignes d'incision, etc. Ou pour enlever des tumeurs, pour les marquer. Euh, voilà. Alors, ouais. 2 types de feutres, très important. Ça et ça. Tu as besoin aussi normalement d'un bistouri quand même et de Ah quelques non, mais pinces. après, non, mais là, je te parle du matos en consultation. Après, au blog, bah oui, tu as besoin de tout le matos du blog, hein. Ouais. Mais en consultation, voilà. Ça et ça peut être intéressant. Et, voilà. Et ces marqueurs-là, c'est pour les tumeurs cutanées, tu vois, pour Ouais. tu marques là où tu as l'intention de passer, tes marges de sécurité, etc. Ouais, Euh, Élise pose une question qui est intéressante sur l'approche de la chirurgie plastique aux États-Unis. Est-ce qu'elle est différente et est-ce que ça peut ouais, être intéressant de réaliser des stages là-bas? ouais, c'est assez différent. Là-bas, c'est la même chose que chez nous, mais tu rajoutes un zéro au tarif. Et non, mais en fait, disons, techniquement, alors c'est étonnant, mais enfin, c'est pas très différent. Après, aux États-Unis, tu as le côté un peu novateur. Tu vas avoir à la fois des gens qui sont assez innovants, et donc qui mettent en place des nouvelles techniques, euh, au risque d'avoir des choses qui ne fonctionnent pas et des procès derrière et compagnie. Et en France, alors qu'en France, on est plus sur l'utilisation de techniques un peu éprouvées. Tu vois, les choses qui marchent bien, on est peut-être. Alors, on est quand même assez innovant en France, mais on ne le passe pas à grande échelle facilement. Alors qu'aux États-Unis, tu as une technique qui arrive, va avoir tendance à beaucoup diffuser. Et puis après, si c'était un peu foireux, hop, ça s'arrête. Mais Ça s'arrête, t'as les procès et t'es ruiné. ouais, non, mais ouais. Enfin, de toute façon, Élise, je ne sais plus enfin, Ouais, qui c'était te Élise. demandait là pour, voilà, ou pour l'esthétique aux États-Unis. Oui, de toute façon, c'est toujours bien de voir un petit peu comment les autres font, d'apprendre des trucs. Après, tu as les congrès pour ça, hein, parce que la France attire quand même pas mal aussi justement bah, les Américains, les Brésiliens et tout. Et dans les congrès internationaux, tu as souvent des étrangers qui viennent aussi nous parler de leur technique. Donc, tu peux aller en stage là-bas, mais tu peux aussi voilà, apprendre pas mal de trucs ici. Il y a une question intéressante aussi de Noam qui demande si tu fais beaucoup de médecine esthétique ou si maintenant Ah c'est ouais, pas plus ouvert avec les DU de médecine esthétique pour alors, les médecins ouais, généralistes carrément. par exemple. Alors, c'est une très bonne question, ça. Mm. Là encore, ça dépend vachement de ton profil. Moi, la médecine esthétique, ça me saoule un peu parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que mon action me donne un résultat. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup chirurgie plutôt que médecine, parce que tu vois, la médecine, ton traitement, il est beaucoup médié par des médicaments ou des produits que tu utilises et ça va te donner un effet.
Alors que moi, vraiment, la chirurgie plastique, je prends mon truc, je le coupe, je mets des fils, je les mets ici, je mets là, je vois tout de suite si ça fonctionne. Et en médecine esthétique, bah, tu utilises des procédés où tu t'appuies sur un produit, de l'acide hyaluronique, du collagène, du botox, etc. C'est quand même beaucoup de produits qui travaillent et pas toi. Alors, on pourrait dire, moi, c'est mes fils qui travaillent, hein, mais c'est moi qui les ai placés. Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas séduit par la médecine esthétique. Et donc, je n'ai pas mis ça dans mon activité. Mais tu peux très bien, quand tu es chirurgien esthétique, mettre la médecine esthétique dans ton arsenal. À vrai dire, je conseille de le faire quand tu es un jeune installé, parce que tu commences à te faire une patientèle comme ça. Et après, il y a des gens qui vont arriver au stade de la chirurgie esthétique plus tard. Et tu les as déjà eus comme patients avant. Donc, ouais, moi, je recommande de se former en médecine esthétique quand tu fais de la chirurgie esthétique. Mais au-delà de ça, il y a aussi des techniques deviennent de moins en moins invasives parce que tous les gens qui font de la médecine esthétique, et tu as beaucoup de gens qui n'ont aucune notion de chirurgie esthétique qui font ça, des médecins généralistes, des médecins du sport, des médecins de je ne sais pas quoi. Et entre autres, ils font aussi progresser pas mal le truc parce que ça finit des fois par marcher. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle les fils tenseurs. Au lieu de faire un lifting, bah, tu passes un tuyau, tu mets un truc que tu vas arrimer là, tu tires, tu vas l'accrocher là. Et sans savoir faire, tu peux faire un lifting. Les fils tenseurs, ça ne marchait pas du tout il y a 30-40 ans, ça a été abandonné. Et là, les médecins esthétiques les réintroduisent. Et finalement, on a l'impression que ça commence à marcher. Et bientôt, à un moment donné, si toi, tu es chirurgien esthétique, mais que tu ne fais pas du tout ce genre de truc et que quand on te parle d'un truc sur le visage, tout ce que tu sais proposer, c'est un vrai lifting, alors que dans certains cas, il s'agit juste de remettre les tissus en place, mais tu n'as pas d'excès de peau à proprement parler. Donc, si c'est juste une ptose des tissus, ben, tu peux aller les réarrimer au bon endroit sans forcément découper pour couper de la peau. Donc, finalement, si toi, tu es chirurgien esthétique, mais que tu ne maîtrises pas cette technique qui est moins invasive, c'est presque une faute bientôt. Mm. Donc, voilà, donc il faut se former à la médecine esthétique, oui. L'humanitaire, ouais, carrément, tu peux y Ouais. aller. J'ai plein de copains qui font ça. Moi, je voulais y aller à chaque fois. Ça s'est mal goupillé. Voilà. Et puis après, quand j'ai eu des enfants, on m'a dit bof. Parce que c'est comme souvent les endroits, tu as la guerre et tout. Et bon, ça correspond à des profils particuliers. Moi, je ne suis pas très courageux. Et voilà. Mais enfin, après, en dehors de la guerre, tu as les endroits où tu as de la maladie ou de la pauvreté. Et tu peux très bien les reconstruire. Justement, les nomades, tout ça. Enfin, tu as tout un tas de programmes où nos compétences sont intéressantes. Euh, et ouais, ouais, ouais. Euh, la chirurgie plastique est une chirurgie importante dans l'humanitaire Mm. et ouais, la chirurgie de guerre aussi. Parce que finalement, dans la chirurgie de guerre, quand ça cartonne fort, ben, les seuls que tu peux soigner, ben, c'est la chirurgie réparatrice. Parce que sinon, les autres, ils sont morts. Enfin, ceux qui arrivent jusqu'à l'hôpital, quand il y a vraiment la guerre, tu n'as pas de transport et tout, c'est ceux qui arrivent encore à marcher et tout. Donc, en gros, il marche, mais il n'a qu'une moitié de tête ou un truc. Là, tu peux être utile. Donc, bref, ouais, ouais, c'est bien. Moi, On a une autre question de Noam qui te demande un petit peu, quand tu parles de liberté d'installation ou de liberté, Tes horaires sur les horaires. écoute, tes horaires, c'est toi qui les gères complètement en fonction de plus tu as besoin ou envie de gagner de l'argent et plus tu te fais des horaires étendus. Et moins tu as besoin ou envie et plus tu te fais des horaires cool. Donc, c'est complètement à la carte. Parce que justement, c'est pas comme des patients que tu suis en cancéro ou en dialyse ou en machin, où en fait, de toute façon, bah, si tu n'es pas là, le patient, il est vraiment pas bien, il a un problème. Là, en chirurgie plastique, tu peux, disons, euh, façonner ta patientèle selon toi, tes envies. Et si tu veux privilégier ton confort de vie, tu peux le faire. Mm. Après, si tu veux te bosser 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, de 8h à 22h, tu peux le faire. Tu vas être multimillionnaire. Euh, mais Mais tu voilà, n'auras pas le temps d'en profiter. ton seul copain, c'est ton banquier. Voilà. Mais, voilà. Mais ouais, ouais, donc tu gères complètement tes vacances, ton rythme et tout. Parce que nos patients ils comprennent très bien que tu es là ou tu n'es pas là. Et après, souvent, quand même, on est de plus en plus dans des exercices à plusieurs. Mm. Moi, par exemple, j'ai été seul pendant 5 ou 10 ans. Et après, j'ai pris un deuxième une fois quand mes délais d'attente en consultation étaient devenus trop importants. Même ça saoule les patients, parce que si on prend rendez-vous avec toi et qu'on te donne un rendez-vous dans 4 mois, le patient, il Ouais. s'inscrit à tes rendez-vous, mais entre-temps, il va chercher s'il ne peut pas aller voir quelqu'un d'autre. Et à un moment, 4 mois plus tard, tu es là, et puis le patient n'est pas là parce qu'il a trouvé ailleurs. Donc finalement, j'ai pris un deuxième plasticien avec moi, et puis après un troisième. Donc, on est beaucoup. Et finalement, l'exercice groupé, parce qu'on n'est pas obligé d'être tous concurrents les uns les autres, tu vois. Donc, finalement, l'exercice groupé, ça te donne encore plus de qualité de vie.
Bon, parce que moi, c'est ce que je recherchais. Ce qui me donne le temps de m'occuper d'autres choses à côté. Donc, on Ok. flou. Ouais. Ok, bon, il nous reste quelques minutes. J'ai envie de te poser juste une dernière question. Si tu as une anecdote ou quelque chose autour d'une consulte ou d'un bloc qui te vient à l'idée, est-ce que tu peux nous la partager? Un truc que tu vois un peu original ou une demande un peu farfelue d'un patient, d'une patiente? Ouais. Attends, mais je vais essayer de te la raconter en 2 minutes, même pas. Je vois une patiente qui s'appelle, mettons, Nathalie L. Tu vois, genre le riche, n'importe, Nathalie L. Je la vois pour une réduction mammaire. OK? Donc, je la vois, on fait le consulte, machin. C'est vrai qu'elle a des gros seins. Ah, bon, OK. Je dis, on va se revoir une deuxième fois pour qu'on comprenne mieux ce que je te disais tout à l'heure. Et puis donc, un mois plus tard, à peu près, le moment où je revois les patients, je vois à ma consulte inscrit Sophie L. Et tu vois, le même nom de famille et pour les seins aussi. Alors, je me dis, c'est ma secrétaire, tu vois, qui a fait une confuse dans le prénom. Et je passe en salle d'attente, je la vois et elle me fait un grand sourire. Bonjour. Et en fait, et donc elle vient et je dis, ah, bah, je croyais que c'est une erreur de prénom, mon CV. Elle me dit, non, c'est pas encore vu. Alors, je commence à m'emmêler le pied dans le tapis. Je dis, ah oui, donc c'est parce que je voyais que c'était la même adresse. Je dis, ah ouais, bah, ça doit être votre sœur. Tu vois, elle avait 35 ans à peu près. Je dis, ah bah, c'est votre sœur que je vais te faire. Elle dit, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je dis, bon, je n'ai pas voulu rentrer dans les trucs compliqués. On fait la consulte et elle vient pour une augmentation mammaire. Bon, et puis voilà, je l'examine, tout ça. Et puis elle avait un petit B, alors qu'elle était grande et costaud. Donc c'est vrai que tu vois, ça ne lui allait pas trop proportionnellement et tout. On commence à parler du truc, de prothèses et tout, machin. Et voilà, bon, et en fait, une fois qu'elle est rhabillée, qu'on commence à parler de paperasse et de quand est-ce qu'on se revoit et tout ça, je reviens un peu sur le truc d'avant en disant, mais Nathalie, pour vous, c'est qui exactement et tout. Et alors là, elle me dit, c'est ma femme, c'est mon ex-femme. Alors attends, il ne faut pas que je m'embrouille, mais en gros, cette personne que je voyais là était une personne transgenre que moi, je ne connaissais pas bien à l'époque, je n'en avais pas vu beaucoup. Et en fait, c'est le mari de la première, Ah, ok. mais qui se définissait comme trans lesbienne, qui voulait une augmentation mammaire pour mieux aller avec le reste de sa silhouette. Et moi, je m'étais fait mais complètement avoir. D'ailleurs, il était très content, elle était très contente parce que tu vois, le plasticien, il est passé complètement à côté du truc. Voilà. T'as opéré les deux ou pas alors? Euh, non, au final, alors ça, je ne me souviens plus, je crois pas. Mais bon, non, c'était un peu compliqué. Ça va. Voilà. Heureusement que t'as pas fait une augmentation mammaire à celle qui voulait la réduction et vice-versa, tu vois, Ah non, ça aurait ça été un risquait peu pas plus trop. compliqué. Ah, ouais, ouais. Bon, enfin, tout ça pour dire, voilà, ça, ce n'est pas au programme ce n'est pas au programme du deuxième cycle. Non, ouais. D'ailleurs, on a une spécialité qui est quasiment pas au programme, à part les tumeurs cutanées et les brûlures. Hmm. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Ok. Bon, bah nickel, merci de ta participation. Attends, une dernière petite question de Noam. Non, Est-ce que c'est possible de venir carrément, te... bah, Ouais, carrément, mais après, si tu es à Paris, oui. Enfin, Paris, région parisienne, bien sûr, bien. Ouais, avec plaisir. bah ouais, bien sûr. Bah écoute, si jamais on veut passer voir Benjamin au cabinet ou en stage à la clinique ou au bloc, on peut toujours écrire. Et puis Cool. moi, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer des mails ou nous écrire via les réseaux si vous avez des questions, des suggestions, des retours. On prend vraiment à cœur de vous apporter des réponses en dehors de ces espaces de discussion et de rencontres. On est vraiment disponible. Benjamin, je pense que tu peux le confirmer. Oui. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci en tout cas, Benjamin, de ta Oui, participation c'est un ce plaisir. soir. Et puis, merci les participants là, qui nous ont posé des questions, c'était chouette.